tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, sans surprise, la Cour constitutionnelle aura validé la liste provisoire des candidats tels présentés par la Sénat quelques jours plus tôt. Auront passé le filtre et aptes désormais pour la compétition Patrice Talon et sa colistière Alassane Soumanou et Paul Ronquet avec le colistier respectif. Aucun des 17 candidats recalés par la Sénat n'a pu sortir la tête de l'eau en dépit des recours devant la Cour constitutionnelle, tous fort clos. Processus électoral d'avril prochain à mi-parcours. La palme d'or à la Cour constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, il s'agit là du thème en débat ce jour-ci et déjà sur ce plateau en notre compagnie, Daniel Quenot, enseignant, il est analyste politique. Daniel Quenot, bonjour à vous. Bonjour Joël et merci de toujours nous associer à ce plateau. Ça fait plaisir, hein? Merci pour la disponibilité. En face de vous, Marcel Zoumenou, journaliste, il est analyste. Il a accepté donc d'être des nôtres pour cet instant débat. Marcel Zoumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Ah oui, mesdames, messieurs, désormais, c'est officiel pour vous qui ne le savez pas. La Cour constitutionnelle aura tranché. Liste définitive pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les choses n'ont pas véritablement changé. Daniel Quenot, vous l'avez suivi, la Cour qui a reconduit la liste telle retenue par la Sénat. Merci Joël Yetondi. Oui, et la Cour constitutionnelle, la palme d'or, c'est une interrogation. Ah oui. C'est à nous d'apprécier. Tout à fait. Je voudrais remercier mon vis-à-vis Marcel Zoumenou, que j'apprécie de loin quand il est souvent sur le plateau. J'apprécie ses angles d'analyse, très posés. Merci beaucoup. Merci d'être là. L'analyste politique que je suis m'autorise à dire que la Cour constitutionnelle a proclamé. C'est une proclamation. C'est une proclamation parce que ce que la Sénat a donné, c'était un bilan à mi-parcours qui parle c'est une évaluation à mi-parcours qui donne les résultats provisoires. C'est comme si on allait à un examen et on parle d'admissibilité. Il est revenu à la Cour de revoir et d'analyser en profondeur la légalité appliquée au regard de la rationalité pour que cette Cour se trouve dans la conformité de la constitutionnalité par rapport au dossier déposé. Lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, c'est une institution très respectable qui a pour but de voir la constitutionnalité, c'est-à-dire le respect des tests que le constituant a mis en jeu pour qu'il y ait de l'ordre et de l'équilibre dans le pays. La Sénat a fait un travail d'abord au premier niveau. La Cour constitutionnelle a constaté que le travail fait par la Sénat est un travail correct, qui répond aux normes, qui a respecté les critères. Et n'oublions pas que je suis heureux de savoir que cette Sénat a été installé sous le président Dr Thomas Boni Yayi, Sénat qui a vu le président Patrice Talon venir au pouvoir et qui, déjà ne connaissant pas ce qui doit venir, a fait un travail que nous on a déjà apprécié. Si c'est que le gouvernement qui est en place avait changé cette Sénat et que le travail a été fait et que son dossier a été retenu, on pourrait penser on peut avoir des supputations. Je crois que le caractère objectif est resté, c'est ce caché que la Cour constitutionnelle vient de valider. Donc la Cour constitutionnelle a une palme d'or. Et je remercie toutes les institutions de la République pour le travail sérieux et serein abattu pour que nous continuions à donner à notre démocratie sa lettre de noblesse. Merci. Merci à vous. Marcel Zoumenou, le juge du contentieux, a tranché.
Oui, le juge du contentieux a tranché selon ses prérogatives. Vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle est chargée du contentieux électoral en matière de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et normalement, il ne devait pas avoir de surprise, puisque au regard des nouvelles dispositions légales, les candidats doivent présenter dans leur dossier des parrainages. Et je crois que la plupart des dossiers qui ont été réédités l'ont été à cause du fameux parrainage. Et donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Mais c'est sur le processus de façon globale qu'on peut avoir à faire des commentaires. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit ici plusieurs fois sur votre plateau, que j'ai l'impression que tel que le processus électoral actuel est conduit, on y a enlevé tout le principe actif de ce qui peut faire qu'on peut le qualifier d'une élection. Et j'ai dit souvent que le pouvoir actuel a travaillé à rendre l'élection comme une simple formalité. Et il faut regarder un peu tout ce que vous entendez autour déjà. On a l'impression que les résultats sont déjà même donnés. Et que on entend même des gens parler comme si l'étape de l'élection était juste une formalité. Ils parlent déjà du second mandat et on entend parler de victoire chaos déjà. Donc et c'est ça qui est caractéristique de cette élection-ci. C'est-à-dire on a tout fait pour transformer cette élection en une formalité. Et c'est ce qui est regrettable au-delà du travail fait par la Sénat, qui est resté fidèle au texte, puisque quand Thiando parle tout le temps, il dit mais même si les gens nous critiquent, nous on ne peut que faire notre travail au regard des textes. Ce n'est pas nous qui faisons les lois. Malheureusement, les lois ont été faites à l'Assemblée, les lois qui font qu'aujourd'hui on a tout ce que nous voyons là ont été faites à l'Assemblée, et donc la Sénat est chargée d'appliquer, la Cour constitutionnelle est chargée de choses là. Et c'est vrai qu'on pouvait critiquer ces deux institutions en disant oui, ils pouvaient faire un effort, surtout la Cour constitutionnelle qui a rendu certaines décisions que je trouve un peu bizarres, mais la Sénat n'a fait que ce qu'elle pouvait faire. C'est vrai que sur le plan moral, les acteurs pouvaient prendre la décision de démissionner, mais bon, s'ils ne le font pas, on ne peut pas leur vouloir. Quel acteur ? Je parle des commissaires de la Sénat. Quand vous êtes engagé dans une élection, quand vous êtes dans une commission électorale qui organise des élections, une élection présidentielle aussi exclusive que cela, où on demande aux candidats de l'opposition d'aller chercher des parrainages auprès des parrains qui sont tous de la mouvance, c'est déjà une preuve suffisante que c'est une élection exclusive. Et une élection qui est exclusive n'est pas démocratique. Je l'ai toujours dit ici, et j'ai dit que si on doit respecter la logique qu'aucun candidat de l'opposition ne devrait avoir les parrains. Parce que comment je vais donner des parrains à toi pour que tu puisses combattre moi, mon candidat? C'est aussi simple que ça. L'attitude des parrains, moi, ne m'a pas surpris. À la limite, je critique la cacophonie ou bien même le courage d'aller même déposer les dossiers des candidats de l'opposition. Ils ne devraient pas être surpris de voir les parrains refuser de leur accorder de parrainage. Mais ils auront eu le mérite d'éprouver le système et de dire demain, voilà, malgré tout, nous avons éprouvé le système et nous avons vu le résultat. En tout cas, les résultats qui sont sortis, c'est les résultats que moi j'avais prévus, parce que c'était hors de toute logique qu'un parrain puisse parrainer un candidat qui ira contre son candidat à lui et le battre. Donc, les gens peut-être choisissent de donner les parrainages à des candidats qui vont aider leur candidat à gagner. C'est ce que nous avons. Parrainage, puisque vous en parlez, auriez-vous pensé un instant que la Cour constitutionnelle a raté une occasion peut-être de trancher une fois pour toutes cette question de parrainage lorsqu'il lui est revenu de se prononcer sur la liste définitive? Oui, tout à fait. Je l'ai dit que
quand vous regardez les décisions, les dernières décisions rendues par la Cour constitutionnelle, que ce soit sur les parrainages, mais que ce soit sur la prolongation du mandat, on a senti une sorte de fébrilité, une sorte d'hésitation de la part de la Cour, et qui nous amène à dire que la Cour pouvait faire autre chose que ce qu'elle a fait. Mais on ne doit pas être surpris non plus, puisque depuis que cette Cour est là, elle n'a pas rendu une autre décision qui ne soit pas dans le sens des dernières décisions qu'elle a rendues. Toutes les décisions que cette Cour a rendues sont allées dans le même sens, dans la même logique. Même sens, même logique. Oui, même logique. C'est de baliser le terrain pour le président de la République actuelle. La Cour n'a fait que ça depuis qu'elle est installée. On a analysé plusieurs fois les décisions de la Cour constitutionnelle et mes positions étaient constantes en disant que cette Cour est dans une logique qu'elle suit depuis qu'elle est là. Et donc c'est ce qui est regrettable et au-delà de tout. Regrettable pour vous, oui. Sur la question du parrainage, pensez-vous que la Cour a vraiment raté une occasion de trancher de la polémique autour du parrainage? Merci, monsieur le journaliste. J'aime pas souvent aborder la question du parrainage parce qu'à un moment donné, j'avais pas compris grand-chose. Okay. Mais quand j'ai approché pour m'informer, me renseigner, j'ai compris que la question du parrainage... Je n'avais pas compris parce que je croyais que c'était une exclusivité béninoise. Mais les recherches m'ont amené à comprendre qu'il y a bien des pays africains où, au plan politique, le parrainage existe. Donc je me suis dit que l'assainissement de l'univers partisan avait besoin de cela comme instrument, comme critérium, pour mettre de l'ordre dans ce camp où nous avions près de 278 partis. Première chose. Deuxième chose, c'est un peu, comme il le dit, on ne peut pas être parrain de quelqu'un pour qu'il vienne. C'est une manière de voir les choses. J'aurais souhaité, en tant qu'il est journaliste, que eux autres qui font les grands couloirs de ces institutions, qu'ils fassent des propositions. Et même faire des propositions à la Cour constitutionnelle, quitte à dire ce qu'on aurait souhaité et ce qu'on aurait dû faire pour corriger telle et telle chose. Ce sont des hommes qui sont assis et qui ont vu que pendant longtemps, l'univers partisan n'allait pas bien. Et pour soigner, il faut apporter un certain nombre de choses. Sur la question du parrainage, je crois que mes amis d'en face, les opposants, ils m'ont un peu déçu parce que j'attendais qu'ils donnent à la démocratie béninoise sa force, toute sa forte vitalité. Elles ont manqué de faire. Et oui, c'est mes amis de l'opposition, je ne sais pas. Au moment où ils avaient le temps d'agir sur le terrain, puisque la politique n'est rien d'autre que action. Action, décision, action, décision. J'ai constaté qu'on sait plus. On a concentré les efforts sur ce que fait l'autre. Et on a oublié de faire on a oublié ce qu'on devrait faire soi-même pour avancer. Le temps où ils se sont décidés à aller aux élections avec les parrains, oui. C'était pas un temps raisonnable pour leur permettre d'avoir les parrains? Il n'y a pas que le temps. Il y a aussi la cacophonie qui existait dans ce milieu où certains appartenant au même univers politique, au même parti, les uns disent « nous irons chercher le parrainage ». D'autres de ce même parti disent, même si on nous en offrait, nous n'allions pas prendre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu cohésion, harmonie pour aller sur un terrain de bataille. Alors, je reviens sur ma question précédente, celle relativement à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Pensez-vous qu'elle a raté une occasion de mettre un terme à la polémique relativement au parrainage ou pas? Chaque Cour constitutionnelle agit dans une logique constitutionnelle donnée. La Cour constitutionnelle qui est là maintenant n'est pas la première. On a vu la Cour Robert Dossou, on a vu la Cour Olo Théodore, on a vu la Cour ceci, on a vu la Cour ceci. On aura toujours à dire, on trouvera toujours à dire, c'est humain, c'est normal, parce que si on ne critique pas, il ne faut plus qu'on fasse usage de
l'esprit de critique, mais qu'on fasse usage de l'esprit critique qui consiste à dire ce qui ne va pas faire des propositions pour évoluer. Jusqu'à 40 ans, et on ne trouvera jamais une cour parfaite tant que c'est les hommes qui sont dedans et tant que c'est les hommes qui sont appelés à en évaluer le principe. Et en définitive, sur la question, vous dites... Non, la Cour n'a rien raté. Elle est dans son rôle. Elle est dans ce rôle. En définitive, on a une liste qui s'est présentée comme exactement envoyée par la Sénat, oui, le chef de l'État candidat à sa propre succession, est bien de la course avec sa colistière. Ensuite, l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, Alassane Soumano, qui est bien là avec son colistier, qu'on ne présente non plus. Et ensuite, l'ancien préfet, qui sera bien de la course. Quand on prend ces trois listes, quelles peuvent être les implications d'une telle liste? Bon, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur certains propos de M. Kerom qui voulait un peu, pas m'opposer à ça, mais nuancer un peu. Oui. Bon, parce que quand on dit, par exemple, que les opposants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire à temps, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient faire. Même si c'était pris à temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient changer? Ça, c'est le premier aspect. Je ne sais pas ce qu'ils pouvaient changer, puisque on a constaté que que ce soit les institutions, que ce soit le gouvernement, ils sont dans la logique de ne même pas les écouter. Ils ont fait beaucoup de conférences de presse, ils ont fait des propositions. Et je n'ai pas senti le gouvernement dire une fois, oui, ça là, nous pouvons prendre cela en compte. Il y a eu les décisions de la Cour africaine. Le gouvernement est resté sous à cela. Et donc, moi, je me dis, mais même s'il s'était mis à temps, qu'est-ce qui pouvait changer? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on parle du parrainage, oui, ce n'est pas une nouveauté. Le Sénégal fait le parrainage. La France fait le parrainage. Je crois qu'il y a d'autres pays qui font le parrainage. Mais il faut préciser deux choses. D'abord, le contexte. En fait, quand nous analysons le parrainage, ce n'est pas pour autant le parrainage qui pose problème. C'est le contexte dans lequel il est appliqué qui pose problème. S'il n'y avait pas eu l'élection de 2019 qui a favorisé l'avènement d'un parlement monocolore avec deux partis tous proches du chef d'État, si les élections législatives de 2019 avaient permis que des opposants soient représentés à l'Assemblée nationale, on ne ferait pas tout ce débat autour du parrainage. Personne n'allait même critiquer le parrainage. Si même les opposants avaient 10 députés, on dirait, mais bon, ils ont au moins quelques... Mais nous sommes dans un contexte où l'opposition a 0 député à l'Assemblée. Et dans les communes, ils ont 6 sur 117. Donc, logiquement, si on devait appliquer le parrainage, on devrait d'abord se dire que nous allons à une élection où il n'y aura pas, logiquement, aucun opposant. En fait, c'est le contexte qui pose problème. Donc, voilà ce que je dis. Mais autant je déplore qu'à un certain moment, il y a eu des hésitations au sein des opposants où il y a eu deux courants carrément divergents où les uns disent nous ne voulons pas aller aux élections parce que nous voulons l'application des décisions de la Cour africaine. D'autres qui disent oui, il faut nous laisser aller. Autant il faut déplorer aussi l'image que les députés ou bien la mouvance présidentielle a présentée, parce qu'on les a vus tous monter au créneau juste après cette histoire, et suivez-les très bien, chaque député était venu avec sa version sur le parrainage. J'ai écouté au moins une demi-douzaine de députés et les versions étaient divergentes les unes des autres. Et puis enfin, j'ai compris que selon le candidat, les parrains avaient leur option. À Nathanaël Coty, qui est un candidat, il a dit dans un communiqué que quand il s'est rapproché de l'UP, on lui a dit qu'il devait faire une démarche individuelle, c'est-à-dire qu'il devait se rapprocher des parrains individuellement. Mais un autre discours servi au candidat et aux autres disent qu'il faut venir négocier au sein des partis les parrainages. Donc, c'est une cacophonie qui a été installée. Et là où j'ai trouvé un peu déplorable, et malheureusement, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'avait pas le pouvoir de changer les choses, tout ce qui a été dit autour du parrainage par
les différentes parties de la majorité présidentielle qui avaient les parrains est différente de ce que la Sénat elle-même a dit et ce qu'elle a présenté aux journalistes, puisque je me rappelle très bien que la Sénat a dit que les fiches de parrainage doivent être retirées par les parrains, qui les remplissent, donnent aux candidats qui veulent parrainer, qui mettent dans les dossiers. Mais tout le débat qu'on a suivi après au sein des hommes politiques, où certains disent ils sont venus, ils n'ont qu'à venir nous voir pour négocier les parrains, d'autres disent ce n'est pas quérable, ces choses-là. Donc c'est totalement le contraire de ce que la Sénat a dit. Et moi, ça me pose un problème et je me dis, en fait, comme le certificat de conformité a été l'élément d'exclusion, le parrainage a été l'élément d'exclusion des candidats de l'opposition pour cette élection présidentielle. Et donc, c'est ce que moi, je constate. Et pour revenir à ta question qui m'a échappé... Votre intervention m'oblige à garder ma question et à revenir là-dessus. Vous avez sorti plusieurs fois le mot « exclusion ». La présidentielle, en l'état, n'est pas une vraie compétition, vous l'avez dit. Non, puisque j'avais, de façon constante, j'avais dit ici qu'on a travaillé... On peut toujours changer d'avis au regard des derniers développements. On ne peut pas changer d'avis sur les faits que vous avez, ne fait que confirmer ce que vous avez dit par le passé. Au regard de ce que j'observe, que c'était juste une formalité pour le chef de l'État. Et donc, à partir de ce moment, l'aspect compétition est totalement enlevé de cette élection. Il n'y a pas une compétition qu'on peut faire avec des gens qu'on a soi-même choisis de façon indirecte. On ne peut pas parler de compétition et on ne peut pas parler de gens qu'on a choisis indirectement. Vous faites allusion à quoi? Qui a choisi? Si les gens suivi un processus et que des institutions ont agi, et vous l'avez dit tout à l'heure, chaque institution était dans son rôle et a tranché au regard de ses prérogatives, M. Marcel Zoumeno. Oui, je suis d'accord, mais je dis que la situation est telle que... Il faut analyser le contexte. C'est le contexte qu'il faut analyser. Le contexte est tel que les parrains ont parrainé leur candidat, 118 parrains sur 159, majoritairement leur candidat, et ont parrainé maintenant 2 autres candidats qui peuvent aider leur candidat à gagner. C'est simple. Si moi j'étais à leur place, je ferais ainsi. C'est pourquoi je dis que on ne peut pas les accuser. Qui a juré ce qu'on va accuser, c'est ce qui a créé ça. C'est le fait que les élections législatives de 2019 n'aient pas permis à l'opposition d'être au Parlement pour avoir elle-même ses parrains et de pouvoir au moins avoir ne serait-ce qu'un seul candidat de l'opposition. J'ai écouté RFI ce matin, tous les médias ont dit qu'il n'y a aucun candidat de l'opposition puisque les 2 duos reconnus comme tels, le duo Aïvo Kérékou et le duo Rekia Djivor, sont les 2 duos officiellement reconnus comme ceux de l'opposition, ne sont pas à cette élection. Donc c'est une élection exclusive. À partir du moment où c'est une élection exclusive, il n'y a pas d'enjeu à cette élection. Et je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, qu'on a travaillé pour arriver à cela. C'est un ensemble de choses qui ont concouru à cela. Un ensemble de choses qui ont concouru à cela. Je reviens vers vous. Oui, est-ce qu'on peut se permettre vraiment de parler d'élections exclusives avec le tableau que nous avons actuellement? Oui, on le peut, mais cela n'engage que celui qui le dit, dans la mesure où chacun vient sur un débat pour donner son point de vue. Votre point de vue, justement, à ce sujet. Mon point de vue partira de ce que, en 1996, le président Soglo a perdu le pouvoir. Oui. Et le président Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. Tout à fait. Le parti La Renaissance du Bénin, Ouizebwe Nyan, est devenu le parti d'opposition par excellence, reconnu. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Le président Mathieu Kérékou a fait 10 ans. Il est parti. Mais avant cela, en 91, le président Soglo a eu le pouvoir. Et quand il a gagné le pouvoir, en 96, quoique malade, on est venu lui porter, il a pris le pouvoir dans un état. Bref, ceux qui étaient derrière le président Mathieu Kérékou étaient dans l'opposition. Je parle de ces 2 éléments pour dire que dans le contexte actuel, s'il y a un parti d'opposition au Bénin, dans notre Bénin, le Bénin qui nous est uni, qui nous unit et qui nous est unique aujourd'hui, c'est le parti FCPE. De ma compréhension, de ma lecture des faits,
parti FCBE. Si FCBE a pu présenter quelque chose et qui est validé, c'est que l'opposition y est déjà. C'est ma lecture. J'ai ce défaut de ne pas aller en profondeur des choses. Et je ne vais pas aussi dans des grands couloirs. Je lis ce qui est là. Ma lecture peut être de premier niveau, d'apparence. Mais ce que je constate, c'est que aujourd'hui, avec la légalité, la rigueur, la rationalité, l'assainissement dans plein de domaines qui exclut, c'est là que moi j'utilise le mot exclut, beaucoup de comportements qui ne rentrent pas dans la posture du développement du Bénin. Tous ceux qui sont frustrés sont de l'opposition. Bref, il n'y a pas exclusion dans ce sens. Si FCBE a pu présenter et qui est validé, c'est que le jeu démocratique se fait de point de vue de Daniel Quenom. Je n'ai pas autre élément parce que je n'avancerai rien ici si je n'ai des preuves à apporter après. Merci Daniel Quenom. Je posais une question à votre vis-à-vis avant de retourner vers lui pour la question que j'ai retirée. Oui. C'est les implications supposées de ce scrutin. Comme implication, première implication, c'est que nous avons le duo. C'est le premier duo, donc c'est pas. Et Soumanou, c'est d'abord. Je sais que oui, c'est ça le premier duo, je crois. C'est Soumanou. Et je crois le premier sur la liste. Soumanou et puis. Soumanou et Paul Humpé. Monsieur Soumanou et Monsieur Humpé. FCBE. FCBE. Oui. Deuxième, c'est le chef de l'État sortant, Monsieur Patrice Talon et Madame Mariam Talata Zimé. Et le troisième, oui, c'est Monsieur Agossa Irénée et Koé Corentin. Bon, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est Corentin d'abord et puis... C'est Corentin d'abord? Même si on entend beaucoup Irénée Agossa. Ah, c'est Corentin d'abord? Oui, c'est lui le titulaire. Ah, d'accord. C'est lui le titulaire qui se fait être très discret. C'est ancien préfet. Oui, ancien préfet. Oui. Merci. La première implication pour ma petite personne, je vois déjà une représentation géopolitique du pays qui ne dit pas son nom. Pourtant, qui n'a pas été calculé, millimétré pour dire c'est ce que nous voulons. Parce que, au moins, le septentrion est représenté. Le Koufo, par la tête de M. Koué. Moi, je crois que le Bénin entier est déjà là. Et si vous me demandez autre implication, je risque de rentrer dans des considérations spirituelles qui n'auront rien. 3. Le triangle, figure parfaite. 3. Sur un autre plan, le chiffre 3, c'est parfait. C'est la figure la plus parfaite de toutes les géométries du monde. Et c'est arrivé comme ça, on ne peut pas le savoir. 20 étaient partis, c'est 20 qui sont partis. 3 sont sortis. Si les gens avaient respecté les critères, la Sénat aurait retenu plus de duos que ça. Il y a eu trop d'amusement autour de la question. Il y a eu une banalisation. Et la fonction même n'est pas une fonction aussi infantile, banale, pour qu'on se lève pour dire je veux. Vous avez vu beaucoup de plaisantins dans cette démarche-là? J'aime pas le mot plaisantin. En matière de gestion de l'État, il n'y a pas de plaisanterie. Parce que la patrie est la mère, la grande, à quoi on doit respect, vénération et adoration. Se comporter de cette manière, c'est s'attirer même, je dirais, s'attirer le parjure. Mais est-ce qu'ils ont été suffisamment responsables, ceux-là? C'est justement le travail que la Sénat a fait. Moi, je ne suis pas dans les couloirs de la Sénat. Ok. Oui, les questions d'implication par rapport à ce scrutin, vous qui n'y voyez pas un jeu, vraiment une vraie compétition? Non, les implications au regard de ce que j'avais dit, c'est d'abord qu'on voit une élection exclusive, fautement constatée, et vous allez voir que le taux de participation sera très faible. Très, très faible. Et puis, on aura un président qui sera élu, mais qui portera pendant 5 ans le masque
d'un président mal élu. Pourquoi? Avec tout le discours qui va accompagner pendant 5 ans. Je n'ai pas compris pourquoi le chef d'État a fait cette option. Il a été, il y a 5 ans, très bien élu, dans une compétition âprement discutée. Et il a gagné, il a été très fier. Tous les Béninois l'ont reconnu comme tel. Mais je crois qu'il a choisi de ne pas prendre assez de risques cette fois-ci. Parce qu'il a trouvé tous les mécanismes pour écarter tous ceux qui peuvent l'empêcher de rempiler. Et donc, je dis, les implications n'aura une élection très faible, fautement concertée. La seule prière que je fais, que ça ne débouche pas sur des violences. Nous voulons éviter ça, parce qu'actuellement, la plupart des Béninois sont beaucoup plus préoccupés par la survie. Mais je vous rassure que ça signifie pas la survie? La survie. Oui, que ça signifie? Les Béninois préoccupés par la survie? Oui, la survie, c'est tout le train-train quotidien qu'on fait pour pouvoir joindre les deux bouts. Et donc, c'est difficile pour les Béninois de joindre les deux bouts. Oh, c'est ce que je constate. Je peux me tromper, c'est ce que je constate. Donc, je dis qu'on aura une élection fautement contestée. D'abord, ça a commencé déjà. Et on aura un président qui sera élu, mais avec une portion très marginale de la liste électorale, un taux de participation très faible, et qui, pendant tous les 5 ans, ne sera pas... En tout cas, il ne sera pas fatigué d'entendre lui-même qu'il est mal élu. Parce que tout au moins, ceux qui ont été écartés ne pourront que bavarder et ils pourront dire ça au moins, tout au moins pour se défouler. Donc je crois que c'est un recul pour notre démocratie. Cette élection marque le recul de la démocratie béninoise. Si vous dites ça, oui. Et que vous devez comparer avec les... En tout cas, si les paramètres sont là, si rien ne change et si cette élection va jusqu'au bout, elle marquera un recul grave de la démocratie béninoise. Le chef d'État a promis le contraire. Et vous ne pensez pas Non, mais chaque fois que le chef d'État promet le contraire, j'ai l'impression que ce qui se passe est toujours le contraire de ce qu'il dit. Pour les législatives, je me rappelle, le chef d'État dit « Je me battrai pour que au moins les opposants choisissent ». C'est le contraire qu'on a vu. La dernière fois, il a aussi dit, je crois, dans une interview à Jeune Afrique, je me battrai pour que au moins les opposants soient représentés. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de candidats comme avant, mais on peut avoir 3 jusqu'à 4, 5 selon ses propos. Hein. Mais aujourd'hui, on en a 3 et dans les 3, il n'y a aucun de l'opposition. En tout cas, à ma connaissance, contrairement à ce que M. Kenom a dit, les FCBE, si on doit se mettre, parce que ça va prendre du temps ici à expliquer, tout ce qui s'est passé n'est pas un parti de l'opposition. Et c'est eux-mêmes, à travers leurs actes, qui le montrent, puisqu'ils parlent tout le temps. Je peux vous dire le nombre de déclarations faites par les Rumpé et Yarou et les autres contre ceux qui sont de l'opposition réellement que les gens de la mouvance. Comment vous pouvez être... C'est aussi logique que ça. Vous dites que vous êtes dans une famille. Hein? Et les démocrates, et les Haïvo. Si on suppose que les FCB sont dans l'opposition, ils font plus de déclarations d'attaque contre Haïvo, contre les démocrates, que leur cible qui devait être le gouvernement. Donc ça c'est l'indice, mais je ne veux pas me mettre ici parce que ça va prendre le temps et ce n'est pas le temps. Je l'ai déjà expliqué ici une fois, le processus qui a conduit à donner le récépissé à ce parti et tout ce qui s'est passé après, c'est suffisant pour qu'on puisse dire que les FCB ne roulent pas pour l'opposition, mais roulent pour le pouvoir. Et donc, voilà l'élection qu'on aura, selon moi, les implications, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est vraiment regrettable. Vous avez fait une petite virée vers les FCBE. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question au sujet de restaurer la confiance. C'est vrai, quand Yuri Agossa s'est présenté, beaucoup ont commencé à crier. Voilà, quelqu'un exclu du parti Les Démocrates qui vient semer la zizanie. Quelques jours après, on s'est rendu compte qu'ils se sont présentés avec le parti Restaurer la confiance. C'est leur parti. Quand vous le prenez, avec, c'est vrai, c'est le colistier qui a beaucoup donné de d'avoir, il a dit qu'il faut battre Patrice Talon dans les urnes. Non, mais c'est des jeux de rôle. Il veut que les téléspectateurs comprennent. Tous ces messieurs ont des jeux, c'est des jeux de rôle. Mais ce n'est pas quand même Kokwe qui peut battre Patrice Talon. Non, soyons sérieux. C'est des jeux de rôle. Oui, on ne peut pas battre. Ce n'est pas à eux de battre Patrice Talon. C'est des jeux de rôle. Avec restaurer la confiance? Non, mais il peut pas le battre. Voilà ce qu'on dit.
Voilà ce qu'on dit, parce que M. Konom a tellement loué tout ce qu'on a gagné du système système partisan, les réformes du système partisan, que moi, j'en trouve des insuffisances. D'abord, il y a un monsieur qu'on appelle Ago Simenou, qui, chaque fois qu'il y a élection, ils étaient deux, le second est un peu malade, et puis il est interné quelque part. Mais les réformateurs n'ont pas pu l'empêcher de venir faire son tour quinquennal qu'il a l'habitude de faire à la Sénat. Il l'a fait en 2011, il l'a fait en 2016 et il l'a fait la dernière fois. Il a présenté un logo avec Marie. Je sais pas vous parler. Il dit qu'il espère que cette fois-ci sera la bonne. Alors, ce qu'on a toujours entendu dire, c'est de limiter ou bien d'écarter ces candidats que moi je traite entre griffes de plaisantins. On en a eu 20. Et si vous regardez les 20, il y a d'autres plaisantins comme M. Ago Simenou. Ça, c'est le premier. Deuxième chose, et pour revenir à la réforme du système partisan, le parti dont vous venez de dire le nom, qui est la bannière politique de choses là, n'a pas eu l'enregistrement, n'a pas eu le récépissé. Il n'existe pas dans les partis qui ont eu de récépissé. Alors, d'autres l'ont eu, n'ont pas pu présenter de candidat pour diverses raisons. Mais eux, ils n'ont rien, ils ont été jetés. Et je remercie au passage les démocrates qui ont habilement compris qu'ils voulaient utiliser leur logo et leur nom pour aller à leurs élections, comme le FCB avait fait dans les temps. Et les ont tous éjectés du parti. Donc, ils ne peuvent plus se prétendre. Donc, ils ont créé quelque chose qui n'est pas enregistré. Mais pourtant, on a parlé de réforme du système partisan. Mais ça ne les empêche pas, eux, avec le truc qu'ils ont créé rapidement sur papier, d'être candidats, d'avoir les parrains et d'aller à une élection. Moi, j'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit ici, le code électoral qu'on a expérimenté et qui a permis l'élection présidentielle de 2016, c'était un code qu'on avait eu et qui était à une phase expérimentale. Pour moi, il fallait l'expérimenter pendant un temps donné, d'évaluer les faiblesses avant de procéder à un nouveau code. Mais quand le pouvoir actuel est venu, ils ont balayé ce code qu'on expérimentait pour les premières fois, puisque c'est un code qui, si je ne me trompe pas, nous a permis d'aller aux élections législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Ils ont mis ce code de côté, ils ont fait sortir un nouveau code, et ce code nous crée tous les problèmes du monde depuis 2016 jusqu'à ce jour. En tout cas, depuis 2016 jusqu'à ce jour, aucun parti de l'opposition n'a été à aucune élection jusqu'à ce jour. C'est ce qu'on retient de fondamental dans la réforme du système partisan. Que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les communales. Et pour les communales, je vais nuancer en disant que certains partis ont été, mais pour 10%, on n'a pas pu leur attribuer des sièges. Et donc, quand vous regardez tout le tableau... C'est beaucoup plus la faute de ces opposants que la faute à la réforme. J'ai bien reconnu ici qu'il y a eu des cacophonies dans les démocrates et dans certains partis de l'opposition à des moments donnés, mais n'explique pas ce qu'on vit là et ce qu'on observe là. Les cacophonies qu'on observe, qui existent dans tous les partis, on a vu aussi avec l'UP, beaucoup de cacophonies, beaucoup de décisions prises, reprises. Ça n'explique pas le fait fondamental que l'opposition soit exclue des élections depuis 2016 jusqu'à maintenant. Oui, monsieur Daniel Konom. Et enfin, vous êtes revenu à moi. Je voudrais remercier monsieur Zoumenou Marcel qui parle. Je respecte son point de vue, qui parle de l'élection exclusive, mais tout à l'heure, pendant 3 minutes 7 secondes, il n'a démontré que le caractère inclusif. Car, si on permet à celui qui a l'habitude de venir faire son anniversaire quinquennal, de venir encore poser son qui est venu avec Maria, comment il s'appelle? Ago Simenou. Oui. Il a fait valoir ses droits civiques et montrer que nous sommes dans un régime démocratique. C'est la lecture qu'il faut en faire. Moi, Daniel Konom, c'est la lecture que je fais. Ça veut dire qu'on n'exclut personne. Même lui,
Et si son second n'était pas interné quelque part, il viendrait. Il y a une dame, la première qui s'est présentée à la Cour du Sénat. Elle pouvait, et pourquoi pas, gagner l'élection, puisque raisonnablement, en 2016, l'échiquier politique béninois était tel que personne. Du moins, même les scientifiques avaient des doutes que aujourd'hui président Patrice Talon pouvait sortir, descendre de l'exil pour prendre le pouvoir à quelqu'un qui était en exercice. Et il l'a fait. Goual a pu prendre aussi le pouvoir, parce que si il est inspiré par un esprit saint de quelque part ou de je ne sais quoi, personne ne connaît sa force. Votre vis-à-vis dire que c'est à l'actif du type de test qu'il y avait et qu'aujourd'hui, que ce n'est pas forcément la même chose. Donc, ce qui est là comme système électoral n'exclut personne, bien au contraire, permet à tout le monde. Si j'avais les moyens, je pourrais peut-être que j'aurais aussi déposé ma candidature. Alors, avril prochain, vous l'entrevoyez comment avec cette liste? Je ne parlerai pas pour qu'on dise que je parle comme les autres. Allez-y. Parce qu'on dit, les gens, il y a des programmations déjà négatives. On ne peut pas de sa bouche programmer quand on est homme de science. Les autres disent, ça c'est l'opinion, c'est les avis. Vous? C'est le moi là. Hein? Vous, oui, avril prochain. Tout se passera bien. Ce que je vais regretter, c'est que les opposants n'ont pas permis pour que les élections aient son caractère festif. Comme j'aurais souhaité. Que les opposants, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, je pose la question. Merci, oui. Ok, oui, Marcel Zoumenon, à 11 avril prochain. Bon, je l'ai déjà dit. Quelqu'un va gagner, il a déjà tout dit. De tous les Béninois. Mais je voulais rebondir sur ce que M. Kenom a dit. À considérer le temps aussi. Si la réforme, si le système permet à des candidats individuels, isolés, qui ne portent aucun projet de société, aucun idéal, en dehors de leur idéal personnel, si la réforme permet à ces messieurs d'être candidats ou bien d'aller tout au moins à la Sénat pour déposer un dossier, et c'est à ce prix qu'on peut dire que l'élection est inclusive et que les candidats sérieux portés par des partis de l'opposition ont été exclus, si c'est cela le caractère inclusif de l'élection, je suis peiné de le dire, je regrette que ce soit cela le caractère inclusif des élections. Pour moi, l'élection sera inclusive si les partis d'opposition désignent des candidats et ces candidats arrivent à compétir. Pour moi, c'est ça. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Puis ceux-là, non, on vient de faire le débat. Ils avaient tout pour le faire. Non, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas le parrainage. Mais quand on vous entend parler, c'est comme s'il appartenait au président Patrice Talon d'aller se battre pour valoriser les partis d'opposition. Il appartient à chacun de se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et quand le président dit, je me battrai pour que les élections législatives soient des élections inclusives. Vous écoutez, j'ai l'impression que vous n'écoutez que les UP et les bières. Est-ce que vous écoutez Aïvo quand il parle? Est-ce que vous avez écouté Rekia? Il a fait au moins 2 conférences de presse. Ce que vous dites n'est pas honnête parce que vous donnez l'impression qu'ils ne se sont pas battus. Ils ont dit tout ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé. Des gens ont appelé Bruno Amoussou. Ils se sont dépêchés. Ils ont appelé les parrains individuellement. Et après, on a arraché tous les fiches de parrainage chez ces parrains pour dire c'est les partis de gérer les partis avec vous. Vous avez vu le cas Soui qui défraie la chronique aujourd'hui. Si vous parlez ainsi, vous allez donner l'impression qu'ils n'ont rien fait et ce n'est pas bien. Moi, je souhaite que quand dans un débat public, on puisse dire, relater ce qui est réel. Quitte à nous de faire nos commentaires sur ce qui est réel après. Mais tel que vous le dites, c'est tout comme s'ils ont croisé les bras, ils ont demandé au président Patrice Talon, envoyez-nous les parrains. Aucun d'eux n'a fait cela. Le débat se poursuit. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Les gens n'ont pas eu le parrain. Il y a la réalisation qui n'ont rien fait ont eu le parrain. Merci à vous, Marcel Zoumenon, monsieur Daniel Kenom. Merci également à vous. La réalisation dit nous devons pouvoir laisser l'antenne car c'est une question de temps. Il est complètement parti. Merci pour la compréhension, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Ne vous en faites pas. Nos invités du jour, on va les retrouver, pourquoi pas, pour la suite du débat. Très bonne suite de programme en notre compagnie. Au revoir.